Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la partie histoire littéraire concernant la Renaissance. En effet, la dernière fois, nous avions commencé à parler de la société en mutation, des choses qui changeaient au sein de cette société renaissante. Nous allons nous intéresser aujourd'hui plus spécifiquement aux causes de cette évolution, à ce qui peut expliquer l'évolution des mentalités, l'évolution de la société, l'évolution du statut de l'homme également. Et parmi ces grands facteurs, on peut parler de grandes découvertes. La première chose, bien évidemment, quand on évoque le terme de grande découverte, c'est la découverte de l'Amérique, notamment par Christophe Colomb. On pense bien évidemment aux différents trajets qui ont été effectués par Christophe Colomb entre 1492 et 1504 pour le compte de l'Espagne et qui visaient à trouver une nouvelle route pour se rendre dans les Indes, vers les épices, vers la richesse orientale. Et ces 4 voyages qui ont été effectués par le Génois ont permis la découverte des Caraïbes, de la côte de l'Amérique centrale principalement, et sont à l'origine justement d'une euh, réinvention de notre monde, d'une réécriture de notre monde, du développement de la conception qu'on pouvait avoir de cet espace qu'on pensait connaître, mais qui en réalité réservait encore beaucoup de surprises. Et après lui, bien d'autres ont tenté cette aventure. Après Christophe Colomb, vous voyez ici, Magellan par exemple, s'est également élancé sur les océans, sur les mers, à la découverte d'un nouveau passage et va en découvrir un à l'extrême sud du continent en 1520 pour lui permettre d'accéder à l'Asie. Jacques Cartier, par exemple, a effectué les mêmes recherches, mais cette fois en passant plutôt par l'estuaire de Saint-Laurent, donc au nord du continent, pour trouver une nouvelle voie. Mais le Nouveau Monde va très rapidement débuter et ouvrir la porte à la fois à de nouvelles conquêtes, mais aussi à l'annihilation de certaines cultures, les cultures précolombiennes, que vous connaissez certainement, qui existaient avant l'arrivée des Espagnols notamment. Les Espagnols qui vont gagner à travers ces conquêtes d'inestimables ressources. Les Portugais de même, grâce à Bartolomeu Dias en 1488, puis à Vasco de Gama entre 1497 et 1498, vont découvrir de nouvelles routes vers les Indes, par le sud, en contournant l'Afrique. Et la route terrestre va progressivement perdre son importance, les Portugais prenant dès lors le contrôle d'une partie du commerce arabe puis chinois en Inde et en Extrême-Orient. De cette manière, la carte économique du monde est considérablement redessinée. Et dans ces grandes découvertes se mêle à la fois le besoin très concret de nouveaux horizons économiques et l'obsession aussi d'une certaine curiosité. Désormais, le désir de reconnaître, de connaître, l'emporte sur la crainte de ce monde inconnu. Et le choc qui est produit par cette rencontre avec un nouveau monde, une nouvelle culture, va mettre beaucoup de temps à se faire sentir et à être totalement accepté. Il n'empêche qu'au XVIe siècle, on est dans ce moment où l'Europe commence à s'emparer du monde, dans une certaine forme de violence. Et ça va aussi apporter une certaine relativité, comme on va le voir dans les éléments qui arrivent. Puisque, bien au-delà de ce nouveau monde, d'autres évolutions, d'autres grandes découvertes ont participé à l'instauration de la Renaissance. À commencer par celle de l'univers. En effet, rappelez-vous de vos cours de géographie, vous avez sans doute étudié le fait que on est passé de ce que l'on appelait le géocentrisme à l'héliocentrisme, de cette vision du monde centrée autour de la Terre à une vision qui concevait l'univers comme étant beaucoup plus vaste déjà, et comme la Terre n'étant qu'un élément de tout cela. Et en effet, la Renaissance, c'est le cadre d'une révolution astronomique. Dès le XVe siècle, bien évidemment, avec le philosophe allemand Nicolas de Cues, en 1401, de 1401 à 1464, il s'agit ici de ces dates de vie, on a réinventé, réimaginé le monde comme étant infini, dépourvu de centre. Ce qui a fait exploser, disons, le cosmos fermé tel qu'on l'envisageait, ce qui a permis d'abattre la hiérarchie qui avait été établie par Aristote et Ptolémée. Mais avec le travail de Copernic, entre 1473 et 1543, on va aller encore plus loin. Désormais, ce n'est plus la Terre qui est au centre, c'est pas simplement l'idée d'un univers infini, mais c'est le Soleil qui apparaît comme étant au centre du mouvement régulier des planètes. Et ça va redéfinir la position de l'homme tout entière. Même s'il va falloir attendre un certain temps pour que cette pensée soit acceptée, à titre d'exemple, Tycho Brahe, par exemple, entre 1546 et 1601, va mêler le monde de Copernic et celui de Ptolémée, en faisant tourner le Soleil et les différentes planètes autour de la Terre. Giordano Bruno, de 1548 à 1600, va reprendre l'idée d'un univers infini, où l'homme et la Terre ne représentent finalement plus rien, mais ces visions panthéistes, c'est-à-dire
dans lesquels Dieu est à la fois partout et toute chose, ce qui amène la nature à être divinisée d'une certaine manière, lui vaudront l'hostilité de l'Église et de finir notamment sur le bûcher. Enfin, Galilée, entre 1564 et 1642, aura des ennuis, souvent moins graves puisqu'il ne va pas être brûlé. Mais malgré tout, en plein XVIIe siècle, le nouveau cosmos tel qu'il est conçu par Copernic et développé par Galilée n'est pas encore unanimement admis. Donc la Renaissance, c'est plutôt l'idée, une idée qui est dans l'air, qui est séduisante, qui est vertigineuse, qui fait peur aussi, qui est dangereuse d'un point de vue philosophique, plutôt qu'une connaissance véritablement acceptée. On est encore dans l'ébauche d'une réflexion beaucoup plus vaste qui va permettre la redéfinition du connu, mais cette redéfinition n'est pas encore totalement validée, totalement acceptée par la population, par l'Église, par l'autorité. Il va falloir attendre encore plusieurs années, parfois même quelques siècles, pour que véritablement cette position s'impose. De la même manière, au-delà de l'univers, c'est également tout ce que l'on appelle le microcosme, qui est réévalué, redéfini. Qu'est-ce que le microcosme ? L'idée qui se cache derrière tout ça, c'est que l'homme lui-même est un monde nouveau. L'idée du microcosme, c'est que c'est la représentation en petit d'un monde beaucoup plus vaste. Et l'homme est justement la représentation du monde, du macrocosme dans lequel il s'ancre, de ce monde vaste et inconnu. Et dans ce contexte-là, en même temps qu'on commence à s'intéresser à l'univers, on s'intéresse de plus en plus à l'homme, à faire son analyse, sa description, de manière de plus en plus précise, de manière de plus en plus concrète. Et ainsi, sous l'œil du médecin, mais aussi sous l'œil de l'artiste, se mettent en place les proportions, les rouages du corps humain, une réalité physique qui vérifie souvent un modèle mathématique. Vous avez ici l'homme de Vitruve, dont nous reparlerons prochainement, qui répond justement à ces critères de perfection du corps humain. Donc à travers l'œil du peintre ou celui du médecin, on arrive dans un monde nouveau qui est vu d'un œil particulier. La perspective en peinture fait son apparition, met en rapport l'espace infini avec le point de vue d'un observateur. C'est ainsi que l'homme se voit et que l'homme conçoit le monde. Cette métamorphose de l'homme sous son propre regard, c'est un phénomène culturel qui d'ailleurs va beaucoup s'appuyer sur l'Italie, mais va également se diffuser en France et dans toute l'Europe. L'Italie apparaît comme un véritable miroir dans le sens où c'est là où on apprend à se voir, un peu comme on le verra avec François Ier. Et c'est là que les grands seigneurs français, par exemple, vont commander leurs œuvres, notamment aux Titien. Les guerres d'Italie vont beaucoup contribuer dans ce domaine-là à la redéfinition de la conception qu'on pouvait avoir de l'homme et de sa place dans le monde. Par ailleurs, s'ajoute tout ce débat entre antiquité et barbarie. C'est très valable pour l'Italie, ça l'est plus encore justement pour l'Antiquité, puisque si l'Italie apparaît comme un modèle, l'Antiquité l'apparaît encore davantage. On a le sentiment que le temps a passé, a évolué, qu'une rupture s'est faite, et qu'on est aujourd'hui à la fois différent, mais également semblable dans une certaine mesure. En d'autres termes, on ne vit plus dans le même monde que les anciens. On parle une autre langue, on a d'autres connaissances, donc il y a une véritable discontinuité qui s'est établie. Et ça permet de considérer la civilisation antique comme un tout, un ensemble cohérent, le fruit d'une époque révolue. Et donc une époque qu'on peut comprendre, qu'on peut connaître. Et pour se faire une image de cette époque, il faut, d'une certaine manière, écarter les différences pour rendre la comparaison possible, mettre en évidence ce qui nous distingue, mais aussi ce qui nous réunit. Un peu par imitation. L'Antiquité devient donc une source de référence, ce qui permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde. C'est la base même de l'humanisme, dont nous reparlerons également un peu plus tard. Et forcément, qui dit Renaissance, retour à l'Antiquité, dit aussi discussion de ce qu'est le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge apparaît un peu comme justement une rupture, une période de barbarie. C'est de là que vient cette idée qu'on a du Moyen-Âge comme un âge sombre, un âge d'obscurantisme. Puisque au Moyen-Âge, on va, tout imprégné qu'on est d'Antiquité, reprendre les textes, les commenter, les adapter, les transformer, les moderniser. C'est ce que fait un juriste au Moyen-Âge, par exemple. Il interprète le texte.
Or, à la Renaissance, l'humaniste va chercher à rétablir le texte original, sa pureté, va en faire un commentaire philologique, c'est-à-dire proche du texte, et non plus idéologique. Donc l'humanisme a cette volonté de nettoyer le miroir antique et de débarrasser ce miroir de toutes les erreurs, de toutes les gloses, c'est-à-dire les ajouts qui ont pu se faire à travers le Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on a cette idée d'un Moyen-Âge barbare et d'une Antiquité pure qu'il faut redécouvrir, réexplorer. Il faut recréer le lien. Enfin, un dernier élément, en termes de grande découverte, cette redécouverte, cette réappropriation de l'Évangile et cet élément fort qui est la réforme. Le livre premier, c'est le livre de l'Écriture, c'est le livre saint, c'est la Bible. Et à travers l'impression, les traductions, la Bible va être traduite, imprimée, circuler à travers toute l'Europe, va être accessible à tous. La lecture va devenir quelque chose de primordial. Le dialogue de l'homme avec une page devient central. Et la question qui se pose dès lors, c'est est-ce que Dieu est absent de ces nouveaux mondes forgés par l'homme, un peu à sa mesure, un peu à son image? En effet, l'homme est, et c'est le paradoxe, est exalté par ses grandes découvertes. Mais en même temps, s'il est libre d'explorer, libre de conquérir, libre de s'enrichir, il reste, du point de vue de l'imaginaire populaire, fondamentalement indigne, pécheur devant Dieu, incapable de gagner son salut. Et ainsi, toutes les consciences de ce siècle vont avoir à choisir entre un athéisme rationaliste, presque avoué, qui écarte l'immortalité sur Terre, qui s'appuie plutôt sur l'idée de mémoire historique pour parler d'immortalité, et d'un autre côté, la théologie, celle de Luther, celle de Calvin également, dont vous avez ici le portrait, considérant que finalement l'homme, quoi qu'il fasse, ne peut gagner son salut. C'est Dieu qui le sauve gratuitement. Et même pour aller plus loin, pour Calvin, le travail humain et l'art lui-même ne sont pas un mérite de l'homme, mais c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Et donc, très logiquement, avec le protestantisme qui va se diffuser en Allemagne, en France, en Angleterre, et qui vont constituer une croissance économique folle, un moteur de croissance, tout simplement parce que, justement, on considère la création de l'homme comme la grâce de Dieu, c'est tout un nouveau monde qui va s'ouvrir. Et donc, le nouveau monde, on peut tout à fait le dire, il est fait justement de ces volontés individuelles qui s'activent, se combinent, se heurtent dans le cadre des collectivités qui se créent, les nations, les États, les langues et les coutumes communes, et qui offrent de nouvelles perspectives. Le centre n'est plus défini par la Bible, à proprement parler, mais il est défini par le regard de celui qui observe le monde. La question est de savoir maintenant si, au-delà de tous ces regards, le regard unique et rassurant de Dieu a encore sa place. Voilà ce qu'il en est un petit peu pour ces grandes découvertes. On va encore très rapidement parler de l'influence italienne. En effet, cette influence va être essentielle. La question qui se pose, c'est quelle date permettrait de déterminer la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance? En réalité, on n'en a pas de précise véritablement. On parle souvent des grandes découvertes, 1492, pour marquer justement la fin d'une certaine manière de ce monde fermé qui était celui du Moyen-Âge, mais on peut aussi considérer les règnes de Louis XII et de François Ier comme des étapes majeures qui vont faire triompher le goût de la Renaissance italienne et qui vont imposer, après les grands courants littéraires du XVe siècle, de nouveaux courants plus poussés, plus réfléchis, ceux du XVIe, ceux de la Renaissance, qui sont à la fois un héritage du Moyen-Âge, mais aussi une évolution. Et dans ce contexte, justement, le règne de Louis XII apparaît comme un pas décisif. Entre 1498 et 1515, cet homme va entreprendre plusieurs grandes conquêtes, plusieurs grandes campagnes, notamment en Italie. Et la raison est toute simple. L'Italie est considérée à l'époque comme un ensemble d'États assez peu organisés qu'on peut facilement dominer. Et donc, le fils du duc Charles d'Orléans dont nous avions déjà parlé, en tant que grand poète du XVe siècle, veut un peu comme son père faire reconnaître ses droits, notamment sur le duché de Milan. Et il va engager de nombreux combats en Italie, de nombreuses guerres, pour s'approprier ces espaces. Et s'il est évident que ces guerres ont un but de conquête territoriale, puisque les armées françaises vont rapporter des richesses, et
dominer des territoires. Au-delà des richesses physiques s'ajoute bien évidemment toute une série d'autres richesses, plutôt culturelles, puisqu'on y constate que les châteaux sont des palais agréables, et plus ces châteaux forts médiévaux. On y constate également que les femmes participent à la vie de cour, que les hommes, pour leur plaire, rivalisent auprès d'elles de politesse, de culture, d'art, et que justement cet art est partout honoré. Les peintres, les sculpteurs, les décorateurs, les écrivains ont une place particulière, brillante, dans les cours les plus raffinées. Et éblouis par cette nouvelle culture, les seigneurs français vont eux aussi vouloir s'imprégner de cette culture, de ces arts, à travers les campagnes d'Italie, qui, même si elles finissent par ne pas aboutir, puisqu'en 1512, toutes les possessions qui ont été faites sont perdues, les armées vont repasser les Alpes. Sur un plan culturel, on va avoir une véritable évolution, révolution, un changement extrêmement important. On entre dans une nouvelle ère, et dès 1503, Louis XII va faire commencer à Blois la construction d'un château de style Renaissance, qui va être achevé par ses successeurs. Ces changements dans le domaine architectural vont aussi avoir des échos dans le domaine littéraire, notamment auprès de Clément Marot, dont vous avez ici le portrait, qui va participer à l'imposition de la mode italienne et composer sa première grande œuvre, Le Temple de Cupido, en 1514, en se référant à l'Antiquité et à l'Italie. De la même manière, Erasme, à travers l'éloge de la folie, va participer à cette diffusion. Et une diffusion qui va retrouver et recouvrer toute l'Europe, puisque si Clément Marot est français, Erasme est hollandais, et il va s'adresser notamment à des amis, Thomas More, anglais. Donc, l'humanisme et la mode italienne va se diffuser dans toute l'Europe. François Ier, il va lui aussi participer beaucoup à cet effort. Vous avez ici son portrait, l'un de ses portraits les plus célèbres en tout cas. Et lorsqu'il va succéder à Louis XII, qui est alors relativement vieux, en 1515, il va incarner justement cet esprit nouveau, cet esprit renaissant. Il est jeune, il est beau, il est victorieux dans ses entreprises, il est victorieux lors de sa première guerre, de son premier combat à Marignan, dont vous avez tous déjà entendu parler, qui lui permet d'ailleurs de reconquérir le duché milanais. Il est surtout très cultivé, et avec sa sœur, Marguerite de Navarre, il a reçu une éducation nouvelle des milieux tout imprégnés de l'humanisme italien. Ainsi, de sa campagne d'Italie, il va revenir avec Léonard de Vinci, qui va veiller jusqu'à sa mort en 1519 à l'édification de la plupart des grands châteaux de la Loire. Aidé de sa sœur, d'ailleurs, dont vous avez ici le portrait, il va donner à la cour l'esprit des courtisans italiens, qui a tant frappé les Français. Il va faire traduire, par exemple, en 1528, Le Courtisan, qui est une œuvre de l'italien Castiglione, livre qui devient un peu le code de conduite des nobles français à la cour. En tant que poète, il va également participer, ainsi que sa sœur, à la protection des écrivains. Les hommes de lettres vont connaître un nouveau statut social, intellectuel. Marot pourra ainsi appeler plusieurs fois à l'aide son souverain et trouver refuge auprès de lui et auprès de Marguerite de Navarre. C'est d'ailleurs à elle que Rabelais va dédier son tiers-livre, ce qui témoigne justement de l'influence de ces grands personnages qui vont contribuer à la diffusion de la Renaissance, de l'humanisme italien, de la mode italienne. Voilà, nous nous arrêtons aujourd'hui sur ces éléments. Nous parlerons la première fois d'humanisme. D'ici là, je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine et comme toujours, je reste à disposition si vous avez des questions, quelles qu'elles soient.